Merci beaucoup. Voilà le cycle de ces 4 conférences terminées. Nous allons pouvoir entamer le cycle des questions. Alors, on va prendre les intervenants les uns après les autres parce que je n'ai pas le même taux de questions concernant chacun des intervenants. Alors d'abord, Monsieur Colonna, je n'ai pas de questions sur le YouTube, mais j'ai moi personnellement des questions à vous poser. La première question, c'est, bon, vous avez parlé des algues. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de stabilité génétique sur ces algues, puisqu'elles sont vraiment très concentrées, et est-ce qu'elles ne dégénèrent pas très très vite? Parce que dans le passé, j'ai un peu travaillé, pas sur des algues, mais sur des micro-organismes, et on avait ce problème en chimie, c'est qu'ils mutaient très très vite, et puis ils perdaient toute leur qualité. Ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'était, ah oui, peut-on travailler 24 heures sur 24 avec de la lumière en continu, ou bien est-ce qu'on a besoin de la nuit? Et si oui, qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Alors, sur la stabilité génétique, les algues qui sont proposées à l'heure actuelle, qui sont utilisées, dans des finalités essentiellement alimentaires ou médicamenteuses, ne rencontrent pas ce genre de problème. En fait, on isole des souches, mais les souches n'ont pas été améliorées génétiquement. Donc, elles sont sous une forme sauvage et relativement stable. Donc, cette question-là, la question que vous soulevez, c'est celle que l'on observe en particulier avec des bactéries lorsqu'elles sont modifiées génétiquement et qu'elles deviennent très instables, voire même avec des plantes supérieures qui n'arrivent pas à rester stables. Donc, question à l'heure actuelle, sans objet, parce qu'on n'a pas de souche de microalgues très évoluées génétiquement. Ensuite, concernant la phase nuit de la photosynthèse, ça tourne autour de la rubisco. En fait, c'est parce que sinon, on peut avoir un empoisonnement de la rubisco parce qu'on n'a pas assez de CO2. Donc, la question de la phase nuit, elle se pose essentiellement sur certaines voies métaboliques, mais par exemple, elle n'est pas rencontrée avec les microalgues. On peut faire fonctionner les microalgues 24 heures sur 24 sans aucun souci. Merci. Alors, on passe maintenant à la conférence de M. Orbez. De la même manière, je n'ai pas de questions sur YouTube, je vérifie. Et moi, j'ai une question. M. Orbez, quel est le procédé Solvay? Je parle en tant que chimie, pas en tant qu'énergie, hors énergie, qui est le plus gros générateur de CO2 chez vous? Clairement, en termes d'impact de CO2, c'est la fabrication du carbonate de sodium qui est la plus impactante, oui. Déjà en termes de volume, parce que c'est une production importante, et aussi en termes de CO2. Mais pourquoi? Parce que vous avez un rendement insuffisant, il y a du CO2 qui part dans l'atmosphère? Non, c'est aussi lié à la consommation énergétique du procédé. Non, mais hors consommation énergétique du procédé, en tant que chimie même, du procédé lui-même, c'est lequel le moins efficace en termes de CO2, d'émissions de CO2 hors énergie? Parce que c'est là que les chimistes sont intéressés à travailler. Oui, bien sûr. Alors après, comme je vous disais, nous, on raisonne évidemment sur l'impact global, scope 1, scope 2, donc on s'intéresse en termes de volume, évidemment, à la production du carbonate de sodium. Après, il y en a d'autres comme la production de peroxyde d'hydrogène émet également du CO2, mais par l'intermédiaire de la production d'hydrogène avec du SMR. D'accord, merci. Mr. Gutner, so for you, I have hundreds of questions, so probably you will have I will cut in parts, otherwise you will have a too long paper. So the first question is from Mr. Reo, does the LCA take into account the capture and purification of CO2? The second question from Mr. Pelin, to which extent are industrial production of PU with CO2 as a raw material competitive in the various markets? Then a question from Mr. Patrick Lacroix. What is the contribution impact of the catalyst on the Covestro process for the production of the polyether carbonate? I'll stop there and I will carry on after that with other questions. If you can answer to this one first. I can't hear you. Switch on your microphone. So, does it work? Yeah.
Excellent. So I didn't get question number 1, please. Question number 1 is, does the LCA take into account the capture and purification of CO2? Yeah, okay. Yes, certainly it does. So the question is, where does the sustainability impact come from? And it's just simply, we take out propylene oxide, which has a rather high CO2 burden. And besides that, all the energy that is needed to clean, store, transport CO2 is just minor. So clearly, yes, so this has been taken into account by the study made by the Aachen University. And for the second question, so is it competitive? Well, it needs to be, as you can buy matrices and polyurethane foams and materials as of today. And there's lots around, and it needs to be competitive in a way that the production costs need to stay competitive. Just simply as that. And there was one last question on the catalyst overall is the key to somehow integrate CO2 into that material. And there's been lots of work done on this very catalyst. That first attempts have been made in Japan in the late 60s, and the Shell company does it. And it all came with lots of side products and rather inefficient and a rather inefficient protocol. So we believe that this very catalyst is a very strong contribution to this breakthrough. So we take the following questions now from Daniel Balivet. In the described processes, in the first part of your talk, Cardion and company, can substantially less CO2 be emitted utilizing electricity for the overall energy input? Another question from Diana Powers. Have you also worked out the future chemical recycling pathways for the products you are making? Mm-hmm. Start with the latter one. The future chemical pathways would be somehow to potentially depolymerize that very material and to sort of regain the initial material that have been used for it. And using this is essentially easier as compared to simple polyether mixtures, as there is something like a scissor part in this very polymer chain. So yes, it has been considered, and it is a bit of design for recycling, for chemical recycling, that has been taken into account. And for the first question, yeah, the overall process, all chemistry will substantially benefit from sustainable electricity, as this will affect the overall carbon footprint of kind of anything. Scope 1 and 2, and finally also Scope 3. So whenever it's possible, we would take use and advantage of sustainable electricity. And I have a question myself on your first part on the polyethylene or polypropylene is the same. Mm-hmm. There is a problem there because the synthesis of the ethylene oxide or propylene oxide is not 100% yield. You have the formation of CO2 during this synthesis. So what is the balance? Because you see what I mean? Yeah. So the way to produce a propylene oxide is rather complicated, and hence the high carbon footprint associated with that. And I guess this will, as lots of chemical processes around, will change substantially. So it needs to be kind of renewable propylene, benzene, whatever process you may need. And for the ethylene oxide applies to the same. So sooner or later, we will somehow have to come up with renewable carbon sources for that as well. It's still a long way to go, but I guess it will substantially come. To your question, what is the ratio between ethylene oxide and CO2? It's roughly 9:1, I guess. So there is some side product. That's right. Yes, but production of ethylene oxide is a rather clean and very highly scaled process nowadays, and it's used in detergents in multi-millions of tons. And may I ask a last question, because I don't know, I'm sorry, your company, are you a research company or a research and production company?
No, it used to be a part of the Bayer Group and became independent in 2015 to 2016. So this is the former plastics division of Bayer, and it's a Leverkusen, Germany-based company having some 17,000 co-workers and very strong in production of materials for polyurethanes and polycarbonate. Thank you very much. You're welcome. So now the last presentation question for Mr. Kalejian. So there I have also a lot of questions. The first one from, I have a lot of questions of Alessandra Quadrelli, by the way. Limiter la production de e-fuel, domaine soit dit au passage plus large que CO2 plus H2, vert mentionné en ouverture. Je ne comprends pas très bien cette question, peu importe. L'autre question, comme une des possibles opérations de recyclage en appui économique au CCS, invisible le rôle majeur de cette approche dans la décrue de l'utilisation des énergies fossiles. Troisième commentaire ou question d'Alexandra, et non pas seulement comme technique de remédiation de leur utilisation qui semble être le cadre général qui borne le traitement ici. Deuxième point, deuxième intervention d'Alessandra, l'approche par ACV et en particulier la restriction aux émissions CO2 en exclusion des autres indicateurs nécessaires à une ACV complète. Là, la question est pas complètement terminée, je n'ai pas compris. Il y a toujours, c'est en plusieurs morceaux, pardon. Voilà que c'est compliqué. Voir figure tirée de... Je suis désolé, mais je ne comprends pas très bien. Il devient un outil de justification avec l'exemple d'existant plutôt que ouais, je vais directement à la conclusion parce que c'est compliqué. C'est tout découpé en morceaux et c'est quasiment illisible sur mon écran. Et devient donc essentiellement un outil de justification et correction de l'existant plutôt que de l'émergence de solutions de rupture. Là, on parle toujours des e-fuels. Après, une question de Jean Collin à propos des e-biofuels. Le carbone sert deux fois, donc à quel passage doit-on attribuer l'émission de CO2 et à quel passage attribuer l'économie? Et puis moi, j'ai une question en finale qui était un peu dans votre conclusion. Puisqu'on a besoin, pour que ça soit rentable et que ça soit justifié, on a besoin d'hydrogène propre, enfin d'hydrogène vert. Alors pourquoi se casser la tête à fabriquer avec cet hydrogène vert de l'e-fuel alors qu'on a qu'à le mettre directement dans une pile à combustible et là on n'aura pas ce problème. Donc quel est l'intérêt finalement de faire de l'e-fuel avec de l'hydrogène vert? Pour le transport, je m'entends bien. Oui, merci. Donc je vais prendre la dernière déjà pour commencer peut-être. Le fait de fabriquer un carburant, ça permet d'utiliser des automobiles telles qu'elles sont aujourd'hui. Ah, c'est clair. Dans le succès d'une filière de véhicules particuliers, vous avez non seulement le carburant, et j'inclus là-dedans l'électricité à la limite, hein, pourquoi pas, et le prix du véhicule lui-même. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas capable de mettre 80 000 € dans une Miraille pour bénéficier d'une dizaine ou d'une centaine de stations-service en utilisation. Donc, tout ça, c'est lié à une approche de type transition énergétique, en se disant qu'il y a des solutions, peut-être pas les solutions ultimes, mais des solutions qui permettent de démarrer la décarbonation de notre pratique de l'énergie à moindre coût. Et l'utilisation et la réutilisation des moteurs thermiques décarbonés avec un carburant décarboné est une bonne solution parce qu'au total, ça donne un coût de possession du véhicule qui est accessible à la population. Vous me permettez juste une remarque par rapport à ce que disait Régis Réau ce matin. À un moment donné, il va falloir quand même qu'on enlève du CO2 de l'atmosphère. Et dans votre procédé, on reste neutre. Ni on en enlève, ni on en rajoute, à condition qu'on ait des 30%. C'est déjà pas mal de rester neutre. Et puis d'autre part, ce qui aussi il faut voir, c'est que l'utilisation du CO2 n'est pas dimensionnée au problème du climat. Ce n'est pas avec l'utilisation du CO2 qu'on règle le problème du climat. Donc il faut y adjoindre le CCS. Et le CCS, notamment s'il est pratiqué en plus sur de la biomasse, c'est une pompe à CO2. Donc on a quand même des
des systèmes qui permettent de décarboner les filières industrielles, et c'est bien le but recherché. Ensuite, il y a beaucoup d'autres actions qui sont à mettre en œuvre pour atteindre la neutralité carbone, qui font appel, par exemple, à l'amélioration des performances énergétiques des différents procédés industriels ou de mobilité. Donc, il y a un ensemble d'options à développer qui ne s'opposent pas les unes aux autres, d'ailleurs, mais qui concourent tout ensemble à atteindre l'objectif de neutralité carbone. Alors après, en termes de la première question, pour ce que j'en comprends, effectivement, lorsqu'on parle de recyclage, lorsqu'on parle d'utilisation de CO2, eh bien, il faut développer des approches de type analyse de cycle de vie, parce que ça permet d'avoir un bilan global. Et notamment, par exemple, dans le secteur automobile, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'analyse de cycle de vie n'est pas utilisée. On regarde simplement ce qui sort du pot d'échappement. Donc, si vous alimentez une voiture particulière avec des biocarburants complètement décarbonés qui émettent du CO2, ce CO2 compte autant dans l'approche des performances du véhicule que si c'était du diesel. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'approche de type analyse de cycle de vie dans les procédés, et c'est bien ça qu'il faut introduire. Alors là, j'ai présenté les aspects CO2, mais bien entendu, et je suis d'accord avec la personne qui a fait la remarque, l'analyse de cycle de vie porte sur bien d'autres critères que le CO2. Porte sur des critères environnementaux, des émissions de particules, et tout ça peut tout à fait s'intégrer, et c'est ce qu'on développe d'ailleurs à IFP et Énergie Nouvelle sur l'évaluation des performances technico-environnementales des différents segments du transport, hein, pas simplement les véhicules particuliers, mais aussi tout ce qui est bus, fret routier, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord, l'ACV ne se limite pas au CO2, va bien au-delà de ça. Alors, il y avait aussi la question rupture versus utilisation et amélioration de procédés existants. Là, c'est une question qui dépasse de loin la problématique de l'utilisation du CO2. C'est finalement comment mettre en œuvre une transition énergétique et comment mettre en œuvre une trajectoire qui part de la situation d'aujourd'hui pour arriver dans 30 ans, et 30 ans ça passe très vite, à la neutralité carbone. Donc il y a plusieurs trajectoires possibles. À chacune de ces trajectoires, il y a des coûts pour la société qu'il faut supporter, et des questions de financement public et de soutien public à ces différentes trajectoires. Et donc, certainement, dans ces trajectoires, l'optimisation du soutien public passe par une mise en œuvre rapide de solutions qui ne sont peut-être pas les solutions qui seront encore en cours en 2050, mais qui permettent de démarrer le processus de transition énergétique à moindre coût pour la société. Et en ce moment, c'est important de considérer la société. Voilà ce que il y avait la question à propos des e-biofuels, le carbone sert deux fois, donc à quel passage doit-on attribuer l'émission de CO2 et à quel passage attribuer l'économie? Dans le e-biofuel, on est tranquille parce qu'effectivement, le CO2 qui est capté, c'est un CO2 qui est neutre pour l'environnement. Donc le problème ne se pose pas, il se poserait effectivement plutôt sur la valorisation d'un CO2 qui serait d'origine fossile et qui, combiné à un hydrogène décarboné, semblerait finalement proposer une solution décarbonée au transport. Mais si on fait effectivement cette approche ACV, eh bien, l'économie finalement de ce procédé en termes environnemental, climatique, ça sera simplement le gain de l'extraction et de la conversion de la ressource fossile pour aboutir à un carburant, ce qui représente à peu près simplement 20% de l'ensemble du CO2 qui est émis, parce que la grande majorité du CO2 émis, c'est à la combustion.
J'ai de nouvelles questions qui sont arrivées. Enfin, une nouvelle question. Mais là, c'est une question qui a dû être posée ce matin, mais peut-être que vous pouvez y répondre. Quelle est aujourd'hui la taille du marché mondial des utilisations diverses du CO2? Quelle est sa croissance? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question, à part vous? Moi, je n'ai pas de chiffres en tête là-dessus. Personne? Dr. Gertler, I ask you the question in English because normally this question should have been asked this morning, but the question is, what is the size of the market, of the world market of CO2 for its diverse utilization today, and what is the expectation of the increase of this market? Well, the question is, what is the addressable market? And if it comes to polyurethane materials, it's a couple of 100,000 metric tons that could somehow be substituted. So there is considerable potential behind it. And depending on the scale of the technology platform, it's about fibers and detergents and all this kind of stuff. And this is would be developing, and I would say it's somewhere in the 1 million ton range that is addressable. And as usual with new chemical processes, will take some time to have this addressed. Can we imagine one day that we shall have a shortage of CO2? No. No. At least for the moment, this is not imaginable. Yeah. Well, maybe locally, as we said this morning. Yeah, could be. So there is air capture that is coming up, but for the moment in all over Europe we have 3,000 point sources of CO2, maybe a refinery or cement plant or ammonia plant. So there is literally saying there is sufficient CO2 for all of us. It's even too much. So I have no any other questions.